19h-20h, cash sur table sur Arabelle. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Cash sur table. Fusillade en pleine rue, armes de guerre retrouvées dans un logement social. Habitants sous tension, parfois même prêts à quitter leur quartier Molenbeek, qui vit ces derniers mois une escalade de la violence qui inquiète profondément. Le trafic de drogue, déjà bien installé, semble s'accompagner d'une insécurité croissante, visible d'ailleurs et quotidienne. Et face à cette réalité, les questions fusent. Les autorités ont-elles encore la main? Les moyens sont-ils suffisants? Et surtout, quelles solutions pour redonner confiance aux habitants et reprendre le contrôle des rues? Alors ce soir, nous ouvrons donc le débat avec trois invités aux visions différentes, mais tous engagés pour Molenbeek. Kodrat Alinteklou, président des engagés à Molenbeek, bonsoir. Bonsoir. Avec nous aussi Didier Mélis, chef du groupe MR à Molenbeek, bonsoir. Bonsoir. Et Harmonie de Knut, représentante du parti La Team Haïdar, bonsoir. Bonsoir. Alors avant de démarrer tout de suite, je tiens à souligner que le bourgmestre PS faisant fonction, Ahmed Janaï, était cordialement invité mais n'a pu se libérer pour ce rendez-vous. Avant de chercher des solutions, encore faut-il bien comprendre la réalité sur le terrain. Posons donc les bases. Dans quel état se trouve aujourd'hui Molenbeek en matière de sécurité? On l'a dit, fusillade, trafic, sentiment d'abandon. Faisons, si vous voulez bien, tout d'abord un tour d'horizon plutôt factuel. Je commence avec vous, Didier Mélis. Oui, effectivement. Alors je tiens tout d'abord, vraiment, parce que c'est très important, à remercier les forces de police pour le travail qu'elles font sur Molenbeek. Parce que c'est vraiment indispensable de les remercier parce qu'elles font un travail remarquable. Mais bon, toujours est-il que les citoyens aujourd'hui se sentent vraiment abandonnés par les autorités communales, ont l'impression qu'il n'y a aucune communication et se retrouvent face à une situation de danger où leurs enfants doivent aller à l'école dans des parcs où se retrouvent des dealers. Et là, ce n'est plus tenable pour les citoyens. Madame Harmonie de Knut. Ben oui, c'est-à-dire que la situation à Molenbeek, pour le moment, elle est grave. On ne va pas se voiler les yeux, elle est grave. Par contre, elle n'est pas insoluble. Donc voilà. Je vois qu'il y a certains qui voudraient utiliser justement cette image de Molenbeek pour, on va dire, alimenter cette idée que voilà, ça devient invivable. Ce qui n'est pas le cas. Par contre, oui, il y a des décisions qui doivent être prises aujourd'hui, qui doivent être prises maintenant, parce qu'en effet, ce sont les citoyens qui sont en danger et ce sont nos enfants. Tour de table avec Monsieur Kodrat Alinteklou. Oui, je me joins à ce que dit Monsieur Mélis pour remercier évidemment les forces de l'ordre, mais je rajouterai également tous les travailleurs sociaux, que ce soit communaux ou dans l'associatif, parce que c'est aussi qui font tenir que la situation n'explose pas encore plus. Donc merci à eux et à elles. Et je rejoins également sur le fait que c'est un constat alarmant parce que beaucoup de nos concitoyens molenbeekois ont peur, mais doublement alarmant aussi parce que malheureusement, j'ai le regret de le dire, parce que chez les engagés, on essaie toujours d'être constructif, mais la majorité actuelle, elle est déconnectée et elle est irresponsable. La preuve, c'est qu'il n'y a personne de leur part aujourd'hui. Alors, que répondez-vous que c'est toujours un problème récurrent à Molenbeek et c'est un cliché qui colle encore et toujours à la peau de la commune? Alors, malheureusement, il n'y a pas d'investissement, je vais dire, vers la jeunesse. Aujourd'hui, on a effectivement des travailleurs de rue, des éducateurs, des animateurs, mais la priorité de la majorité actuelle, on ne la connaît pas. Parce qu'il n'y a pas de note de politique générale, il n'y a aucune note. Et donc, on ne sait pas si la sécurité est une des priorités et si la jeunesse serait une seconde priorité, puisque c'est là qu'il faut quand même miser, c'est remettre cette jeunesse sur la voie. Je peux en parler en tant qu'ancien directeur d'école. C'est un peu aussi le flou artistique sur le plan sécuritaire, selon vous? Oui, tout à fait. Je rajouterai sur le fait qu'il manque vraiment encore un plan qui soit intégré et hybride, aussi bien pour avoir un équilibre en termes de sécurité et de prévention sociale. Donc ça, clairement, c'est quelque chose qui manque et on est totalement dans le flou pour le moment, malheureusement. Les citoyens veulent une différence. Harmonie de Knut, d'après les habitants de Molenbeek, ils n'osent plus sortir, même en journée. Est-ce que ce témoignage vous paraît, disons, assez représentatif de la situation ou c'est un petit peu exagéré? C'est-à-dire qu'on comprend le sentiment des citoyens. Voilà. Il faut être clair. Les fusillades se passent en plein quartier résidentiel où il y a des enfants, où il y a des familles qui passent. Ce sont des plaines de jeux, des quartiers verts. Et donc, je comprends ce sentiment d'insécurité et la peur de sortir, on va dire. Mais voilà, il ne faut pas céder à cette panique.
moi je dirais aux citoyens, il ne faut pas céder à cette panique. Le but, en effet, c'est qu'on crée nous-mêmes, donc en effet, cette commune qui nous appartient, et qu'on crée cet endroit sain et sauf. Mais pour ça, il faut plus de moyens, que ce soit des moyens financiers ou d'investissement en éducation, tout ce qui est pour les jeunes, en fait. Votre avis, Kodrat Aline Teklou? Les associations de terrain nous font remonter en effet qu'il y a une peur qui est quand même grandissante, en particulier auprès de deux publics, je dirais. Les personnes âgées, qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est vrai que la jeunesse est très importante à Molenbeek, mais on a également une population âgée. Cette population-là, elles se sont fragilisées par rapport à la situation, et les parents, évidemment, par rapport à leurs enfants. Mais je dirais que le problème, c'est que cette peur se diffuse également dans d'autres couches de la population. Notamment, par exemple, nous avons des témoignages de directrices de crèches, avec des parents qui les appellent. Ils ont peur non seulement d'amener leurs enfants, mais des parents parfois hésitent à retirer leurs enfants dans les crèches de Molenbeek. Ça, c'est un vrai problème. Alors, les récentes fusillades, plusieurs incidents, 4 je crois en quelques jours, marquent incontestablement une nouvelle escalade. Et je vois que des armes de guerre ont été découvertes dans un logement social vacant. Est-ce que c'est quand même assez révélateur du degré d'insécurité dans cette commune, Didier Mélis? Je pense qu'il y a un degré d'insécurité clair. C'est limpide, mais c'est pas que dans la commune de Molenbeek, il y a d'autres communes qui sont dans le même cas. Absolument. Alors bien entendu que Molenbeek est plus facilement visé et que pour l'instant, tout s'est concentré auparavant à Anderlecht, aujourd'hui et depuis plus d'un mois et demi sur Molenbeek. Mais il faut quand même savoir, quand j'entends ma collègue qui me dit on a besoin de moyens, il y a des moyens. Il y a des moyens qui sont libérés par le fédéral. Il y a des moyens qui sont mis en place, à savoir les caméras NPR qui vont apparaître, un nouveau plan canal axé principalement, non pas sur le plan canal que Madame Moureau a refusé en 2008 et a dit je n'en veux plus, sur un plan canal qui sera axé sur le narcotrafic et sur le grand banditisme. Mais il y a des moyens, mais il faudrait pour ça que la commune les demande. Et aujourd'hui, il n'y a aucune demande qui a été introduite par la commune pour avoir des moyens supplémentaires. Harmonie de Knut, je reviens sur ce sentiment d'insécurité à Molenbeek après la découverte des armes de guerre dans les logements sociaux. C'est-à-dire que voilà, cette situation-là, elle n'est pas sur soi-même en tant qu'épisode une preuve d'insécurité. Par contre, oui, c'est une preuve d'insécurité dans le sens où on sait qu'à Molenbeek, le problème, c'est la drogue. La plupart des problèmes qu'on a aujourd'hui, les fusillades, la conséquence des trafics de drogue sur notre commune. Et malheureusement, là, on voit que pendant trop longtemps, il y a eu des personnes au pouvoir qui n'ont pas pris de bonnes décisions et qu'on en paye en fait aujourd'hui le prix. C'est-à-dire que voilà, on voit une escalade de la violence. Mais comme dit mon collègue, ce n'est pas que notre commune. Il y a beaucoup d'autres communes sur Bruxelles et surtout sur Bruxelles-Ouest. On voit bien la tendance sur Bruxelles-Ouest. Et ça montre en même temps aussi une image justement que ce sont nos jeunes surtout qui sont touchés dans le sens c'est que comme on voit que c'est sur la zone ouest, ce sont les jeunes qui sont attirés, on va dire l'argent facile. C'est ça, c'est l'argent facile. Et tant que le marché il existe, les problèmes existent. Et donc il faut plus de moyens du fédéral et il faut que la commune demande en effet de l'aide au niveau fédéral. On reviendra sur les moyens tout à l'heure. Une réaction, Didier Kodrat Aline Teklou. Oui, je voudrais également rebondir, ça me semble important pour les engagés de Molenbeek, c'est que la découverte de ces armes de guerre dans un logement social, c'est révélateur de quelque chose dont on ne parle pas assez. Toutes les études internationales montrent qu'évidemment la drogue c'est un problème mondial aujourd'hui. On n'est pas qu'à Molenbeek concerné, pas qu'en Belgique. Mais où est-ce que les dégâts de la drogue se font le plus? Où est-ce que les deals se font les plus? Là où les États sont plus faibles, là où la corruption est plus grande. Et les études internationales montrent depuis plusieurs années que la Belgique ne prend pas suffisamment à bras le corps cette problématique-là. En 2024, le rapport de Transparency International a montré que le score de la Belgique est de 69 sur 100, le plus faible historique. Le plus faible historique. 36% des entreprises qui font faillite à Molenbeek seraient en lien avec des activités criminelles. Ce sont 2 points sur lesquels il faut toujours avoir à l'esprit, parce qu'évidemment qu'il y a tout le travail de rue, il y a les questions des moyens, mais il faut arrêter de fermer les yeux sur aussi un problème de corruption, ou en tous les cas, de fermer les yeux sur ce petit arrangement, parce que des armes de guerre dans un logement social, ça ne peut pas arriver, ça ne peut plus arriver. Il y a les logements sociaux, mais il y a aussi les espaces publics, ont quelque part une perte de contrôle avec des points de deal qui fleurissent un peu partout. Alors effectivement, les parcs, les rues, les boulevards
les immeubles, les grands immeubles sont devenus des points de deal faciles, non seulement parce que les dealers peuvent s'en échapper facilement, mais d'autre part parce qu'effectivement ça fait une concentration. Et aujourd'hui, on le voit dans des parcs de l'autre côté, on ne peut pas parler que ce soit toujours le centre historique ou autre. Vous savez, moi j'habite sur le boulevard Métévy et il y a du deal en quantité et qu'on ne parvient pas à effectivement stopper parce que vous stoppez un dealer, mais dans les minutes qui viennent, il y a un second qui remplace. Je vais revenir à l'actualité immédiate. Ce rassemblement cet après-midi au parc Bonnevie, un des organisateurs a déclaré, après la réunion de vendredi, nous étions sortis avec un goût de trop peu. Il avait l'impression que la commune allait faire ce qu'elle avait toujours fait et insister sur le fait que la bourgmestre, Catherine Moreau, n'est toujours pas de retour aux affaires et que l'absence de gouvernement bruxellois ne facilite pas les choses. Un tour de table, Didier Mélis. Mais je ne pense pas que ce soit l'absence du gouvernement bruxellois qui fait en sorte qu'aujourd'hui Molenbeek est paralysé. Ça y contribue peut-être, mais toujours est-il que, comme vous le dites très bien, il n'y a toujours pas de bourgmestre et donc elle est repartie pour un congé de maladie et je lui souhaite prompt rétablissement, mais un congé de maladie prolongé jusqu'à fin octobre. Nous avons un bourgmestre faisant fonction qui ne prend pas les dispositions utiles, peut-être qui seront des dispositions avec des arrêtés qui empêcheront, qui fermeront les parcs, qui prendront des dispositions graves, mais surtout aller chercher les moyens où ils sont au fédéral. Mais aujourd'hui, effectivement, la commune est laissée dans un méli-mélo où plus personne ne prend de décision. D'ailleurs, on le voit très bien au conseil communal. Harmonie de Knut. En fait, je suis un peu du même avis. Je ne pense pas que l'absence de la bourgmestre fait qu'on est dans une telle situation. Je pense que la situation existait déjà bien avant que la bourgmestre tombe en maladie. Par contre, le fait qu'elle est malade et qu'elle prolonge, ça n'aide pas la commune. Ça n'aide certainement pas en fait la gouvernance de la commune. Et on le voit parce que juste après les fusillades, il y avait quasi aucune communication, il n'y avait rien qui a été prévu, il n'y a aucune action proactive, aucune prise de décision qui est ferme pour notre commune. Donc je comprends très bien que je ne dis pas que c'est son absence qui crée tout ça, mais ça rajoute quand même, oui. Au problème. Conor Daline. Oui, écoutez, nous les engagés de Molenbeek, on appelle vraiment la majorité à être responsable. Et la responsabilité, c'est de ne plus continuer avec un bourgmestre ou une bourgmestre faisant fonction, vu la situation. Évidemment que Mme Moreau peut prendre et doit prendre tout le temps nécessaire pour se rétablir, mais pas prendre en otage le reste de la commune, vu la situation. On est arrivé malheureusement trop loin. Et pour rebondir, parce que c'est important par rapport à ce qui s'est passé ce midi avec les citoyens, eux prennent leurs responsabilités. Ils font ce que toute la population molenbeekoise doit faire, mais soutenue par la commune, c'est-à-dire se réapproprier les espaces publics. Alors, je vais vous faire réagir encore une fois, rapidement, avant une courte pause. Je reviens sur les mots du commissaire de la région bruxelloise auprès des institutions européennes et internationales, M. Alain Hutchinson, du PS. Il rassure les expatriés vivant à Bruxelles en affirmant, je cite, que les fusillades ne se produisent que dans les quartiers pourris de la capitale, Didier Mélis. Donc, il stigmatise clairement les quartiers de Molenbeek comme étant des quartiers pourris, et ça, je ne peux pas l'accepter. C'est inacceptable parce que, effectivement, nous avons des fusillades, et pas que dans des quartiers ciblés. Les fusillades se sont passées, que ce soit rue de la Borne, que ce soit à Bonnevie, mais dans d'autres quartiers aussi. Et c'est pas la première fois, effectivement, que d'autres quartiers, comme Scarbeck, comme Bruxelles Centre, sont l'objet de fusillades. Alors non, ce ne sont pas des quartiers pourris, et je ne laisserai jamais dire que notre commune est pourrie, parce qu'elle mérite bien plus que ça. Notre commune mérite de la reconnaissance de tous les partis qui sont autour de la table. Harmonie de Knut, rapidement. C'est honteux. C'est vraiment honteux. Voilà, on est Molenbeekois. Nous habitons bien à Molenbeek. Oui, il y a des choses qui arrivent, qui sont graves, mais on n'est pas une commune pourrie. Et encore, ce sont des personnes qui stigmatisent cette commune et qui créent en fait, comme j'ai dit, qui participent à créer une image de notre commune qui est complètement, hors du réel. Donc voilà, c'est honteux. Ça renforce le sentiment d'injustice de nos concitoyens molenbeekois. C'est inacceptable. Et je voudrais quand même souligner aussi que c'est un peu révélateur parfois d'un double discours d'une certaine gauche, pas de tout le monde, mais d'une certaine gauche qui tient parfois un discours devant un certain public et pas devant un autre. Et ça aussi, ce n'est pas acceptable. Il faut toujours parler vrai. Alors, ne bougez surtout pas, on marque une courte pause et on se retrouve juste après. 19h-20h, cash sur table sur Arabelle.
Et on retrouve nos invités, Kodrat Aline Teklou, président des engagés à Molenbeek, Didier Milis, chef du groupe MR à Molenbeek, et Harmonie de Knut, représentante du parti La Team Ahedar. Alors on vient de dresser, disons, un constat plutôt préoccupant. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? Qu'est-ce qui explique cette montée de la violence? Et surtout, qui doit agir? La commune, la région, le fédéral? C'est le moment de poser la question des causes et des responsabilités. Alors des violences souvent liées au trafic de drogue. Comment expliquer cette situation? Est-ce que le trafic de drogue, disons, c'est le principal vecteur de ces fusillades, ou il y a d'autres dynamiques à considérer? Je commence avec vous, peut-être Didier Milis. C'est clair que le trafic de drogue en fait partie, mais il n'y a pas que le trafic de drogue. Il y a le vol, il y a le trafic de véhicules. Aujourd'hui, on est face à une jeunesse qui ne s'y retrouve plus, qui trouve que l'argent facile, bah oui, par la drogue, c'est clair, c'est facile. Et finalement, on a difficile à les ramener vers l'école. Et pourtant, il y a vraiment un travail à faire pour les ramener dans le circuit scolaire. Mais là, il faudra travailler non seulement avec les autorités communales, les autorités de la Fédération et Bruxelles, mais il faudra surtout travailler avec les parents. Parce que ramener les enfants à l'école, il faut que les parents nous aident à les ramener à l'école et à les ramener autour du système scolaire, parce qu'aujourd'hui, ils sont tout à fait désaxés, désorientés du système scolaire, et bon, c'est plus facile de traîner à la rue. Harmonie de Knut. C'est-à-dire qu'à Bruxelles, comme toutes les grandes villes en Europe, on va dire, oui, on a un problème avec des bandes de drogue, on va dire, qui se disputent et qui engendrent en fait de la violence dans des quartiers résidentiels. Alors moi je pense que le problème, c'est surtout deux facteurs. Le fait que ça rapporte de l'argent, grand argent pour les trafiqueurs, et de l'autre côté aussi le fait qu'on n'arrive pas à démanteler en fait ces trafiqueurs de drogue, et donc ces groupes en fait qui tournent autour des points de deal. Et donc je pense qu'il faut travailler plus en approfondi et plus aller chercher des moyens pour démanteler justement et travailler sur les points de deal et démanteler carrément le trafic. Oui, Kodrat Aline Teklou, vous n'avez pas le sentiment, plus on se mobilise contre ce phénomène de violence liée à la drogue, plus ce phénomène prend de l'ampleur? On a l'impression que ce crime organisé prend les devants à chaque fois. C'est malheureusement la définition du crime organisé. Il court toujours devant, et c'est toujours le reste de la société à courir après. Mais il faut mieux courir après et arriver à lui faire quelques croche-pieds, ce qu'on n'arrive pas à faire suffisamment. Mais pour rebondir sur ce que vous demandiez dans le rapport entre violence, fusillade et trafic de drogue, la drogue, pour la violence, c'est un détonateur. C'est ce qui fait exploser la sauce. Mais évidemment qu'il y a d'autres facteurs. Je pense qu'on doit tous collectivement se rendre compte qu'on a une banalisation de la violence dans notre société. Que ce soit une violence physique, ou une violence verbale, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit dans la réalité vraie. Et ça, c'est une prise de conscience collective qu'on doit avoir. Parce que moi, je travaille aussi dans la lutte contre le décrochage scolaire, dans le contact avec les jeunes. Je vois que cette violence physique et verbale, elle est trop banalisée. On doit mettre un halte là par rapport à ceci. Il y a également, évidemment, le décrochage scolaire et social. Et ça peut sembler peut-être déconnecté, mais en fait, ça l'est totalement. C'est la saleté dans les quartiers. Pourquoi? Parce que lorsque la saleté est trop abondante, cela donne la sensation d'un quartier abandonné. Ça donne moins envie aux gens de sortir, de s'approprier leur espace public, et ça donc malheureusement laisse de la place pour les dealers de s'approprier mauvaisement cet espace public. Alors Didier Milis, vous avez parlé tout à l'heure en ouverture de cette émission du travail remarquable des policiers. Justement, les moyens policiers, je pense qu'ils sont quelques centaines, 800 pour la zone. Est-ce qu'ils sont vraiment adaptés à la gravité de la situation ? Alors, nous sommes tous conscients qu'il manque des policiers. Et il manque des policiers non pas parce qu'il manque des moyens, il manque des policiers, et je le tiens de source sûre, il manque des policiers parce que le métier n'est plus attractif. Vous savez, avoir des jeunes policiers qui sont prêts à se faire tirer dessus jour et nuit pour le salaire, même si le salaire est probablement attractif, non. Aujourd'hui, notre population, les travailleurs, n'ont plus cette volonté de travailler au-delà de leurs heures, sans faire attention à leur famille. Non, ils travaillent, ils ont un horaire, puis ils rentrent pour leur famille, ce qui est tout à fait compréhensible. Bon, moi, je n'ai pas eu cette mentalité-là, je n'ai pas été éduqué dans cette mentalité-là, mais effectivement, alors des moyens, il y en a, mais oui, il en faudrait encore plus des policiers, et pour ça, il faudrait pouvoir avoir un métier attractif, et là, c'est très difficile à faire, même si le ministre, il met bouchée double, ça va être très difficile de rendre le métier plus attractif. Enfin, justement, Kodrat Aline Teklou, plus de policiers en ces temps compliqués et difficiles avec l'Arizona qui coupe un peu partout? C'est nécessaire. Il manque 140 policiers selon le cadre dans la zone Bruxelles-Ouest.
Mais je voudrais quand même compléter, évidemment, que l'attractivité du métier est une difficulté, c'est vrai. Mais la norme KUL est un vrai problème. C'est l'éléphant dans la pièce de porcelaine, on ne peut pas le nier. Et nous, les engagés, que ce soit au niveau communal, mais évidemment au niveau régional, avec Mounir Larissi, au niveau fédéral avec Ismaël Nuno, on se bat vraiment pour remettre en cause cette norme KUL, la mettre à jour par rapport aux vrais besoins, parce que tant qu'on n'aura pas ça, au niveau des normes et des policiers, on sera en difficulté. Et le ministre, effectivement, le propose. Dans ses propositions, il y a la révision de la norme KUL. Avec grâce à la pression des engagés qui maintiennent cet objectif-là. Ben, en fait, oui, c'est ça. C'est le culte qui doit franchement changer, puisqu'elle ne prend pas du tout en compte les vrais habitants de Bruxelles, ni le besoin que Bruxelles a. Il faut savoir que sur la zone ouest, il manque plus que 140 agents. On est presque à 200 agents qui nous manquent. Et ce n'est pas juste sur la zone ouest. On voit bien la tendance, surtout Bruxelles. On a vu le moment qu'il y avait les fusillades à Anderlecht, qui à ce moment-là, la commune demande l'aide aux autres communes. S'il vous plaît, déployez-nous vos agents. Il y avait que l'IXL, donc la police l'IXL et la Bruxelles-Ville, qui ont pu déployer des agents, car le reste des zones n'avaient juste pas les moyens de déployer des agents sans mettre en péril la sécurité de leur propre zone. Et donc oui, il faut une augmentation du CUL, donc il faut repenser le CUL, mais il faut une augmentation d'agents et pour ça il faut des fonds. Et malheureusement, la police le dit aussi, il n'y a pas les fonds pour, on va dire, agrandir et atterrir aussi 200 agents et les déployer comme il faut. Alors, est-ce qu'il faut revoir les politiques de sécurité? Est-ce que le plan Canal reste assez pertinent, ou il faut repenser, disons, totalement notre dispositif de sécurité d'une manière plus générale, en fait, à Bruxelles? Didier Mélis. Aujourd'hui, le dispositif de sécurité, le plan Canal est en voie de révision, non pas sur un plan Canal comme on l'a connu pour se braquer sur le terrorisme, qui a été très triste comme période, mais pour plutôt travailler sur le grand banditisme, le crime organisé et le narcotrafic. Alors bien entendu qu'il y a les moyens. Alors quand j'entends ma collègue qui me dit il n'y a pas les moyens, je répète encore une fois, et le ministre m'en a parlé il y a pas plus tard qu'il y a 3 jours, dire les moyens sont là. Il dit il n'a pas les moyens d'engager toute la police, mais il a des moyens, mais avec les moyens, si on ne trouve pas le personnel, on ne va pas aller très loin. Alors, il y a la révision, et effectivement, à la demande, avec l'appui des engagés et d'autres formations, bien entendu, qu'il y a cette révision de la norme KUL, mais il y a aussi la mise en place des caméras ANPR, il y a la mise en place aussi de brigades fédérales, je vais dire, et d'une augmentation des effectifs de la police judiciaire pour faire face à toute cette violence. Et c'est important de le relever. Alors, on va parler du déploiement militaire à Bruxelles. On en parle beaucoup dans certaines lèvres. Est-ce que c'est un choix judicieux ou une erreur? On a vu que le MR souhaitait justement déployer des militaires dans certaines zones. Le gouvernement fédéral exclut pour l'instant ce déploiement. Votre avis, Kodrat Aline Teklu? Donc, les engagés, on comprend tout à fait que ça puisse rassurer la population. Mais il faut pas croire que ça va résoudre tous les problèmes, puisque c'est un pansement sur une jambe de bois, évidemment. La police doit rester dans son rôle, l'armée doit rester dans son rôle. Si elle vient en soutien très momentanément, très spécifiquement, pour des cibles vraiment sécuritaires de protection ponctuelle, pourquoi pas? Mais une intervention massive, ou que ça deviendrait la règle, ça je pense que c'est inopportun. Et d'ailleurs, hier ou aujourd'hui, les militaires ont également fait une annonce que ce n'était pas leur mission, ils n'étaient pas formés pour ça et qu'ils doivent d'abord rester disponibles pour les missions premières de l'armée. Justement, le MR parlait d'interventions ciblées avec des patrouilles communes, policiers, militaires, dans une courte durée. Votre avis, Didier Mélis? Tout à fait. Moi, je pense que ça peut apporter un plus. Ce n'est pas une solution, je vais dire, qui doit être définitive. C'est pas une solution qui doit se généraliser. Mais on a amené les militaires dans les rues pendant la période de terrorisme, non pas pour effectivement prendre des mesures, mais pour sécuriser, pour soutenir la police. Et je pense que ponctuellement et dans des cas de figure, je vais dire, vu le dispositif actuel et la situation actuelle de Molenbeek ou d'autres communes bruxelloises, eh bien, cet appui avec la police va vraiment apporter un sentiment de sécurité et probablement qui se sera bénéfique au niveau des citoyens qui se sentent vraiment dans une insécurité totale, et voir des policiers et des militaires dans la rue, ça va quand même donner un sentiment d'une
d'un bon encadrement. Des policiers et des militaires dans la rue? Moi, je dirais que c'est un choix judicieux. Voilà, je trouve que c'est une dernière solution, c'est-à-dire qu'il y a bien beaucoup plus d'étapes avant qu'on peut prendre, avant qu'on va mettre des militaires en fait dans la rue. Voilà, mes collègues parlent de, oui, les habitants vont se sentir plus en sécurité. Je ne pense pas. Je pense que ça va justement donner un peu l'idée d'une Molenbeek en siège. On va dire qui est enfermée, qui est sous contrôle de police et de l'armée. Je pense qu'une police qui est plus déployée, qui est plus proche des citoyens et qui est beaucoup plus dans les rues et beaucoup plus visible, va nous rendre beaucoup plus loin que les militaires dans la rue. Encore une réaction, Cotentin-Aline? Oui, je comprends tout à fait. C'est vrai que pour une partie de la population, voir l'armée, ça peut être aussi anxiogène. C'est logique, surtout si on a des enfants. Ils peuvent se dire, mais tiens, que fait l'armée là-bas? Parce qu'ils ont une autre vision de ce qu'est censé faire l'armée. Si elle intervient, je pense qu'alors il faut le penser au minimum au niveau de la zone, voire de la région bruxelloise. C'est-à-dire que l'armée pourrait venir s'occuper de cibles de protection prioritaire comme des ambassades, décharger donc des policiers qui pourraient alors venir en renfort pour des patrouilles locales et faire la mission sur laquelle ils sont amenés. Ça, de manière ponctuelle, c'est quelque chose qui peut être pertinent. Oui. Alors justement, ça pose un problème si l'armée devrait intervenir, disons dans quel cadre juridique pourrait se faire ce déploiement? C'est assez complexe tout de même. C'est clair que c'est complexe parce que, bon, effectivement, l'armée ne sera jamais qu'un soutien et ne pourra jamais intervenir. Nous l'avons vécu pendant la période de terrorisme. Il ne pouvait pas intervenir, il était présent. C'est pour dissuader, c'est de la dissuasion. Et au niveau juridique, ça va être très complexe à mettre en application, effectivement. On a évoqué le narcotrafic, disons d'une manière plus générale. L'approche de lutte contre ce fléau, est-ce qu'elle doit être abordée comme un problème de santé publique ou plutôt simplement répressif, selon vous? Je commence avec vous, Cotentin-Aline Teclou. Mon premier réflexe personnel, Oui. humain, ce serait de d'abord aller dans la répression, puisqu'on peut avoir une allergie au narcotrafic. Mais la réalité des faits, les études scientifiques, la réalité sociale nous montrent que ce n'est pas la bonne option. 2 chiffres. La Belgique est dans le top 6 au niveau européen pour les résidus de cocaïne au niveau des eaux usées. Et selon Cienzao, il y avait 10% de la population qui consommait de la drogue au début des années 2000 et plus de 20% 15 ans plus tard. Face à ces 2 chiffres, on ne peut pas faire du tout répressif. Il faut le prendre comme un problème de santé publique parce que les chiffres sont devenus trop importants. Arbonne de Knut? Moi, je suis vraiment pour le fait qu'on le prend vraiment comme un problème de santé publique, car voilà, ce sont des humains. Ce sont des humains qui ont en effet un problème de drogue, mais aussi souvent lié à des problèmes psychologiques. Et donc, je pense que juste les déplacer de la rue à un autre endroit, ça ne résout pas le problème même qui est toujours la drogue. Et donc, oui, je suis pour le fait que ça devient un problème de santé publique et donc pas répressif du tout. Ça ne sert à rien de juste les cacher. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je pense qu'il faut en fait distinguer d'un côté les personnes qui sont en situation d'assuétude, et là on est clairement dans une politique publique de santé publique, et vraiment les dealers, les narcotrafiquants, et là il faut aller dans des mesures répressives. Il faut distinguer ces 2 volets, mais qui doivent arriver à se compléter. C'est vraiment la position équilibrée des engagés. Didier Mélis, ils sont de plus en plus jeunes à consommer de la drogue, et on parlait en off tout à l'heure de votre expérience de directeur d'école. Quelques mots. Alors, oui, effectivement, j'ai une expérience d'enseignant et de directeur d'école de près de 30 ans. Et étant dans le milieu centre de Bruxelles, je le vis depuis plus de 30 ans qu'on parle de drogue. Et cette drogue, effectivement, s'étend. Alors, on parlait avant, effectivement, de cannabis. Maintenant, je ne sais même pas si on parle encore de cannabis dans les écoles. On parle plutôt de toutes sortes. De cocaïne ou d'héroïne. C'est quand même plus à la mode. Mais vous savez, il y a plus de 30 ans, la drogue, la cocaïne coulait à flot dans toutes les boîtes de nuit. Et vous savez, j'entends mes collègues qui disent oui, c'est la répression, c'est la santé publique, et vous avez tout à fait raison, c'est la santé publique, effectivement, pour soigner les gens qui ont ces assuétudes. C'est pas en ouvrant une salle de shoot qu'on va régler le problème. Ça, soyons conscients qu'à Molenbeek, tant qu'à faire, on a quand même des problèmes de consommation, on a des problèmes de deal, mais on va encore ouvrir une salle de shoot pour résoudre le problème de quelques personnes et surtout amener d'autres assuétudes et d'autres malades à venir sur la commune de Molenbeek, parce que là, ils pourront, entre guillemets, peut-être être encadrés et aidés. Mais, vous savez, enrayer la drogue, il va falloir l'enrayer dès le départ chez les plus jeunes qui en consomment, et surtout chez les consommateurs, parce que tant qu'il y aura des consommateurs, il y aura des dealers. Alors, vous avez parlé de salles de shoot. Il y a nos voisins
hollandais qui ont légalisé, entre guillemets, l'utilisation de certaines drogues qui semblent apparemment fonctionner, entre guillemets. Est-ce que ce serait, d'après vous, un exemple à suivre chez nous, Harmonie de Knut? Je pense que l'idée de l'espace de drogue n'est pas mal. Malheureusement, à Molenbeek, ils l'ont placé là où il ne fallait pas le placer, en fait. C'est-à-dire qu'on est déjà dans un quartier où il y a beaucoup d'écoles, il y a déjà beaucoup de problèmes de drogue, il y a déjà beaucoup de défis, on va dire, socio-économiques, et on va y placer encore une salle de drogue, une salle de shoot. Je pense que l'endroit n'est pas la place. Après, oui, il faut trouver une solution, et je pense que si, justement, des espaces où on peut prendre la drogue en sécurité, mais surtout où il y a un suivi de ces personnes-là et qu'ils arrivent à trouver un suivi économique, mais aussi psychologique, que là, ça peut vraiment servir, mais pas comme on le présente aujourd'hui. Votre avis, Kodrat Alinteklou? Je pense qu'il faut faire attention au message qu'on donne à la jeunesse quand on parle de dépénalisation ou de régularisation, de légalisation, pardon. Et donc ça, vraiment, c'est un point important. Donc il faut garder un message qui est de dire que la drogue tue. Ça, c'est important. Elle détruit des vies. La sienne, celle de sa famille, celle de notre entourage, celle de son quartier. Des projets pilotes, notamment vous parliez aux Pays-Bas, à Amsterdam, sont en train d'avoir lieu. Sous forme de projets pilotes, ça peut être intéressant. Une généralisation directe à une commune ou à une région, ça me semble trop, sous forme de projet pilote pour voir avec les associations de terrain et les acteurs locaux, est-ce que ça peut être une solution? Pourquoi pas? Mais attention au message qu'on donne à la jeunesse. Alors justement, les perspectives et les solutions, on en parle dans quelques instants. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. 19h-20h, cash sur table sur Arabelle. Et c'est la troisième et dernière partie de votre émission Cash sur table. Le diagnostic est maintenant posé, les responsabilités pointées. Maintenant, place, si vous voulez bien, aux solutions. Quelles mesures concrètes peuvent ou doivent être mises en œuvre pour rendre Molenbeek plus sûr? Et comment éviter que les jeunes d'aujourd'hui deviennent des trafiquants de demain? Alors, quelle serait, selon vous, disons, une approche véritablement, disons, globale, intégrée, holistique, qui mêle sécurité, prévention et action sociale? Je me tourne vers vous, Kodrat Alinteklou. Il faut évidemment un plan intégré et hybride. Intégré, c'est-à-dire qui intègre tous les niveaux de pouvoir et les différents domaines qui sont liés au trafic de drogue. Et hybride, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il faut aussi bien un volet répressif qu'un volet de santé publique pour les personnes qui sont en assuétude, un volet répressif et un volet social. Mais je voudrais être très concret. En fait, je pense qu'on devrait prendre le même état d'esprit, la même prise de conscience qu'on a eue à Bruxelles, peut-être que les plus anciens s'en rappellent, dans les années 90, face aux émeutes qu'il y a eu dans différents quartiers à Bruxelles et au désespoir qui avait été crié par les jeunes dans les années 90. À ce moment-là, tous les niveaux de pouvoir ont pris conscience, oula, on a laissé aller trop loin, on n'a pas assez agi pour ces jeunes-là. Et tous les niveaux de pouvoir se sont mis ensemble pour des financements et pour des actions. On a eu de l'argent du fédéral pour les associations locales. On a eu un dispositif d'accrochage scolaire au niveau régional. On a eu des référents d'accrochage scolaire dans les communes, dans les écoles. On a eu plus de policiers dans la rue. On a eu Actiris. Je ne sais pas si... Parce qu'on parle aussi de l'aspect économique. Actiris, à l'époque, n'avait pas de partenariat avec l'association. C'était directement l'administration en contact avec les chercheurs d'emploi. Or, une administration, on le sait bien, elle est parfois éloignée un peu des publics plus précarisés. À ce moment-là, réforme d'Actiris, avec tout un développement de tissus associatifs pour arriver à toucher ce public-là. Là, il y a vraiment une prise de conscience, même une garantie pour la jeunesse qui était au niveau européen, qui a été implémentée à Bruxelles. Ce même état d'esprit, aujourd'hui, où tous les acteurs sont autour de la table pour une même cause, doit se faire maintenant pour les questions de drogue et de violence liées aux fusillades. Didier Mélis, est-ce que c'est réalisable, une approche véritablement intégrée pour Molenbeek? Je pense que c'est tout à fait réalisable. À partir du moment où on mettra les moyens pour avoir une police plus présente et plus proche, vraiment une police de proximité que les habitants pourront rencontrer facilement. À partir du moment où on aura une justice plus rapide et plus efficace, parce que là, il y a vraiment de l'argent à investir pour avoir cette justice qui répondra directement aux attentes. Et à partir du moment où on fera un investissement de masse dans les quartiers, mais surtout un investissement massif dans l'enseignement et pas un saupoudrage comme on le
fait malheureusement depuis des décennies. J'ose croire que notre ministre essaye, mais bon, après, voilà, un ministre arrive et passe et puis repart et un autre le remplace. Mais il faut absolument investir de ce côté-là pour avoir une police plus proche, avoir une justice plus rapide et avoir effectivement un enseignement qui va être plus adapté à nos jeunes d'aujourd'hui. Harmonie de Knet, donc il faut mieux coordonner police, justice et administration à Molenbeek? Oui, clairement. Mais pas juste à Molenbeek, je pense un peu dans toute la Belgique. On est dans un pays très administratif. Le temps que la police attrape quelqu'un, que ça passe en justice et que les papiers soient remplis et que l'administration locale ont reçu les documents nécessaires, le criminel est sorti. Et justement, les trafiquants, ils profitent de ces failles-là dans le système pour faire passer ce qu'ils font, pour faire passer ce qu'ils font. Je pense qu'une police qui est proche du citoyen connaît ces problèmes. Et donc il faut en effet investir donc, dans la police de proximité, donc plus de visibilité dans la rue, mais investissez surtout dans la jeunesse et surtout dans l'enseignement, mais aussi sur des projets plus locaux qui justement vont s'occuper d'une manière beaucoup plus émancipatrice avec ces jeunes et pas juste sur l'occasion de venir et faire quelque chose et puis ressortir. Non, vraiment travailler avec ces jeunes et montrer qu'il y a d'autres manières d'avancer et leur sortir un peu de leur situation qui sont souvent économiquement beaucoup plus faible. Vous parlez de police de proximité, allusion finalement aux agents de quartier qu'on voit de moins en moins. Oui, mais donc je voudrais vraiment plus renforcer donc vraiment la proximité, donc les agents de proximité du quartier. Sauf que pour eux, il y a encore trop un trou entre eux et la police. Donc il y a trop un trou, ils sont un peu éloignés et je pense que la police aussi n'a pas vraiment un sentiment de vrais problèmes qui vit dans les habitants. Parce qu'ils sont justement, il y a ce trou entre la police et les habitants, et puis au milieu, il y a les agents de quartier. Il y a une distance. Oui, il y a une distance, on va dire, et donc travailler plus ensemble, et justement, va faciliter, Une réaction d'Didier Milis, les agents Oui, tout à fait, les agents de quartier, moi j'ai quand même l'impression, parce que je suis aussi... de par ma casquette syndic d'un gros immeuble sur Molenbeek. Et les agents de quartier, on a l'impression d'en voir plus qu'avant, mais ils sont submergés administrativement. Submergés parce que finalement, l'administration communale, alors je pense que ça peut arriver sur toutes les communes, finit par leur demander parfois de passer 2 fois, 3 fois pour juste constater si une personne habite bien dans un appartement. J'ai le cas d'un habitant dans mon immeuble, il me dit, mais monsieur Milis, il y a une erreur d'orthographe dans mon nom et du coup l'agent ne veut pas me valider. Oui. Une erreur d'orthographe dans le nom. Il faut arrêter. Il y a un N à la place d'un R. Il faut arrêter. Et je ne pense pas que c'est l'agent de quartier qui veuille ça. C'est parce qu'on met des normes de plus en plus restrictives au niveau administratif. Vous voulez réagir tout à l'heure, Kodrat Alinteklou? Oui, par rapport au lien de confiance entre police et citoyens. On est à un carrefour, à un moment vraiment de côte-tour, comme on dit en roumain, parce que je suis d'origine roumaine, c'est ce mot-là qui me vient maintenant à l'esprit pour ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être de cette origine-là. Il faut un changement dans la police, mais aussi dans la population. Dans la police, parce que c'est vrai parfois qu'elle est trop éloignée des citoyens, notamment de la jeunesse. Je pense qu'il y a beaucoup de malentendus, en fait, avec des codes de la jeunesse qui sont mal interprétés par le reste de la population, et il n'y a pas un travail suffisant par rapport à ça. Je prends un exemple par rapport aux jeunes, tout ce qui est le rap, ce sont certains codes, ce n'est pas forcément de la violence, ce sont des codes sociaux. Il faut qu'au sein de la population, et en particulier de la police, on comprenne que veulent dire ces codes vestimentaires, que veulent dire ces codes quand on est ensemble, quand on dit quelque chose, des casquettes. Ce n'est pas forcément qu'il y a de la délinquance. On peut y voir y associer, parce que l'imaginaire du rap, surtout américain, contribue à cette idée. Mais ce n'est pas forcément le cas dans les faits. Mais, j'insiste, et ça nous semble important chez les engagés, il y a également un changement auprès de la population. La population doit se mobiliser, la population doit oser interpeller sa police lorsqu'elle voit un trafic de drogue qui se développe. Il faut oser contacter sa police locale ou bien un animateur de rue que l'on connaît. C'est quelque chose qui est nécessaire et il y a encore trop de peur malheureusement. Il faut vraiment prendre conscience que soit on y va tous ensemble, tous et toutes ensemble, soit on va tous se casser la gueule ensemble. Parce que la drogue, malheureusement, ne pardonne pas. Vous parlez des équipes de quartier, justement. Quelles ressources ces équipes ont-elles vraiment besoin pour être efficaces? On parlait des moyens limités, mais comment faire pour les aider, justement? Je pense que déjà, au niveau des équipes de quartier, réduire la lourdeur administrative,
À partir du moment où vous demandez à un policier de passer, enfin un policier de quartier ou un policier tout court, de passer plus de temps à rédiger des PV en multiples exemplaires qu'à finalement se retrouver dans la rue face aux citoyens et discuter avec eux et parler avec eux, puisque la communication sera toujours le meilleur moyen pour arriver à des solutions. Et voilà, moi j'ai toujours travaillé avec les jeunes en communiquant, en les respectant et en disant toujours, avant de me faire respecter, je les respecte d'abord, que ce soit des jeunes, des moins jeunes. Je les respecte et le jeune se sent obligé de vous respecter. Alors il y en a qui les rapperont toujours, mais moi dans tous les quartiers de Molenbeek, je me suis jamais senti mal à l'aise dans aucun quartier et j'ai toujours eu cette tendance à dire aux jeunes bonsoir, bonjour, bonsoir jeunes gens. Et à partir du moment où vous avez ce petit mot, il dit tiens, il n'a pas peur de nous et il nous parle. Et oui, je leur parle comme tout citoyen, naturellement. Alors, nous sommes d'accord, à court terme, il faudrait des mesures plus concrètes, plus fermes pour enrayer ces fusillades, mais à moyen et à long terme, comment justement reconstruire ce tissu social et un petit peu en déliquescence pour prévenir justement l'entrée des jeunes dans la violence? Je me tourne vers vous, Didier Milis. Mais déjà mettre les moyens en place pour avoir une attractivité pour les jeunes, parce que si on les laisse aller, d'abord, et mon collègue le disait très bien, il va falloir travailler avec la population, et je vous le disais tout à l'heure, avec les parents. Il faut conscientiser les parents que la solution de laisser leur gamin dans la rue, ce n'est pas la bonne solution. Vous savez, quand j'étais jeune, les policiers de quartier, ils vous interpellaient si vous traîniez dans la rue parce que vous aviez été licencié à l'école et qu'on vous demandait pourquoi vous étiez encore à la rue, parce que quand vous êtes licencié, vous êtes censé rentrer à la maison. Ici, non. Les jeunes sont à la rue. C'est tellement plus facile de laisser le gamin traîner à la rue. Quand moi, je vois des familles... quel que soit l'âge des enfants, à 22h, 22h30, 23h en pleine semaine, ils sont à la rue, ils sont au parc, alors que les enfants doivent aller à l'école. Alors là, il faut ressouder ce tissu, de dire aux parents, attention, vous avez des enfants, vous devez en être responsable, vous devez vous en occuper. Et à partir de ce moment-là, on vous donnera aussi les moyens pour encadrer vos enfants dans un enseignement de qualité. Arbonnet de Clut, responsabiliser encore plus les parents pour éviter l'abandon? C'est-à-dire qu'il faut responsabiliser, mais je pense aussi éduquer les parents. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui viennent d'autres cultures ou même d'autres socio-économiquement, des situations socio-économiques, et donc qui ne sont pas aptes, on va dire, aujourd'hui, à pouvoir mettre leur enfant dans un quartier où on sait que voilà, il y a le trafic de drogue, il y a etc. Donc il faut pas juste les responsabiliser, il faut les éduquer. Et ça, je pense que c'est un travail d'équipe. Donc, en effet, ce n'est pas que la responsabilité de la police, le fait de la sécurité, c'est la responsabilité de tous les citoyens. Et donc, c'est la responsabilité de l'enseignement. Donc, il faut fort investir dans l'enseignement, mais aussi, dans la même chose, les associations locales, tous les agents locaux. C'est très important à eux aussi de passer chez ses parents, éduquer ses parents et créer des programmes qui, en effet, vont éduquer, responsabiliser ses parents. Un enfant qui est dans la rue à 10h, c'est correct, ce n'est pas correct, ça ne devrait pas se passer, pas certainement quand il doit être à l'école le lendemain, ce n'est pas quelque chose qui est normal, ce n'est pas quelque chose qui est bien pour l'enfant même, et donc je pense que éduquer ses parents, l'enfant et le responsabiliser va en effet aider la population. Responsabiliser, Kodrataline Teklou. Oui, à moyen et long terme, deux éléments essentiels. Je l'ai redit déjà tout à l'heure, la question de la banalisation de la violence. Et là, je rejoins sur la responsabilisation des parents. Les parents ont une responsabilité par rapport à la banalisation de la violence, qu'elle soit physique ou qu'elle soit verbale. Parce que ça commence par des, entre guillemets, petites violences. On s'habitue à cette violence. Et si on la voit partout, elle devient en fait un environnement diffus qui n'est pas propice à lutter contre un trafic de drogue, c'est évident. Et un chiffre que je voudrais quand même donner aussi, c'est les jeunes en situation de NEET, comme on appelle, donc qui ne sont ni à l'école, ni en formation, ni à l'emploi. La moyenne régionale est de 10%, mais à Molenbeek, on est sans doute à 15, voire peut-être 20%. Il faut absolument lutter contre ce chiffre-là, réduire ce chiffre-là par tous les moyens qu'on a évoqués avant. Mais vous avez parlé à moyen et long terme, mais vous êtes passé très vite sur le court terme, et je trouve vraiment essentiel, parce que là, il y a une urgence que les citoyens molenbeekois vivent. Oui. À très court terme, comme je l'ai dit au début, un bourgmestre de plein exercice, c'est essentiel. Déployer une police et les acteurs de terrain, un plan intégré et hybride, se réapproprier l'espace public comme l'ont fait les citoyens aujourd'hui à midi, et la commune doit les encourager.
et lancer une campagne de sensibilisation auprès de toute la population molenbeekoise qu'elle a un rôle à jouer dans la lutte contre le trafic de drogue. D'initiatives pour répondre à toutes ces familles qui disent, je lis encore la presse, j'ai envie de quitter Molenbeek face à cette insécurité permanente. Je dirais ne quittez pas Molenbeek, parce que quitter Molenbeek, c'est baisser pavillon et dire voilà, on a perdu. Alors que je pense que la majorité de la population n'a pas envie de perdre la main sur sa commune ou sur son quartier, et que nous sommes assez forts que pour faire face à toute cette situation. Mais effectivement, nous avons aussi besoin d'une politique, une politique qui prend des mesures claires et nettes, tant en sécurité que en encadrement scolaire, que dans les activités parascolaires, avec des activités qui mettent les enfants effectivement sur le droit chemin. Alors après, entendre effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui sont ni à l'école, ni en emploi, ils n'ont pas de formation. Et aujourd'hui, les ramener sur le chemin de l'emploi, je peux vous dire que c'est très dur. J'ai proposé, parce que j'ai beaucoup de relations avec des entrepreneurs, à de nombreux jeunes de venir travailler dans les entreprises avec des salaires attractifs, quand même, mais ils ne savent pas se lever. Ils ne savent pas se lever, parce que se lever à 7h du matin pour aller travailler, ça n'existe plus. Aujourd'hui, les jeunes, ils se lèvent à 11h. Moi, vous savez, quand j'étais enseignant, quand j'étais directeur, j'avais des parents qui me disaient « Monsieur, il ne veut pas venir à l'école, il ne veut pas se lever. » Je dis « On va venir le chercher, on va vous envoyer une patrouille pour venir le chercher. Parce que si vous ne savez pas le mettre dehors, c'est quand même grave qu'un parent ne sache pas mettre son fils dehors pour le mettre à l'école. » Mais on a envoyé des patrouilles, et je peux vous dire que là, ça bouge un petit peu. Eh bien là, encore une fois, responsabiliser des parents. Les parents se lèvent. Alors c'est vrai que pour certains enfants, se retrouver dans une famille où il est le seul à se lever pour aller à l'école, c'est pas facile pour lui. Mais c'est pas la généralité, et c'est pas pour ça que ça doit devenir un dealer, un cancre ou un trafiquant. Et donc, effectivement, responsabiliser les parents, vous levez vos enfants, vous les envoyez à l'école à l'heure, et c'est tout le début du cheminement. Aller à l'école à l'heure, respecter son professeur, avoir son matériel, et ça rentre dans tout le cheminement de l'éducation. Alors on arrive tout doucement au terme de cette table ronde. Et avant de conclure, je vous propose un dernier tour de table. Une double question. Si vous avez un message direct aux autorités communales, régionales ou fédérales pour restaurer d'abord la sécurité à Molenbeek, et puis un message aussi aux habitants de Molenbeek, à ceux qui vivent cette insécurité, et rappeler que Molenbeek, quand même, c'est une commune où il fait bon vivre. Corentin Teclo. Alors le message à la majorité communale, il est simple. Soyez présents, assurez le quorum lors des conseils communaux. Ne soyez pas que 2 échevins sur 6 durant l'été, mais durant un été particulièrement difficile pour nos concitoyens molenbeekois. Soyez responsables, comme je l'ai dit, un ou une bourgmestre de plein exercice, c'est essentiel. Et soyez compétents, parce que des fois, on hallucine un petit peu quand on se rend compte, ça fait des années qu'il y a du trafic au parc Bonnevie, et on dirait que c'est maintenant que la majorité découvre qu'il faut élaguer les arbres ou déplacer un banc. Ça, c'est quand même problématique. Et sinon, le message aux citoyens, à ceux qui auraient peut-être envie de fuir ou de partir, chez les engagés, on parle vrai. Et donc je dirais, oui, Molenbeek n'est pas parfaite. Mais Molenbeek, c'est chez vous. Molenbeek, c'est chez nous. Il ne faut pas le laisser aux dealers. Et vraiment, j'en appelle à la population. On a besoin de vous dans ce combat. Venez aux conseils communaux. Mettez la pression sur la majorité, sur l'opposition. Interpellez les conseillers communaux. Prenez contact avec la police, avec les gardiens de la paix, avec le tissu associatif. Faites des sit-ins. Utilisez votre droit d'aller dans les espaces publics, comme ça a été fait ce midi. Je le répète, soit on y va tous ensemble, soit on rate tous ensemble. Harmonie de Knut. Alors pour commencer, pour les responsables des communales, mais aussi régionales et fédérales, il faudra commencer à arrêter de pointer le doigt et juste prendre sa responsabilité auquel niveau qu'il se soit. Il faut agir vite et de manière concertée, parce que ce soit fédéral, régional ou communal, on parle de vie humaine, on parle de la sécurité en effet de nos enfants, de tous nos enfants collectifs. Et si on ne prend pas de bonnes décisions aujourd'hui, on va payer le prix pendant des années. Aux citoyens de Molenbeek, je voudrais leur dire, surtout ceux qui veulent dire voilà, on a envie de quitter Bruxelles, on a envie de quitter Molenbeek, ne quittez pas. Ce n'est pas insoluble. Il ne faut pas oublier que ce sont nous les habitants qui font la commune ce qu'elle est, et il ne faut pas la laisser à ceux qui veulent l'abîmer.
Donc il ne faut pas la laisser justement à ces personnes qui veulent faire du mal à notre commune. Et donc il faut travailler ensemble. Et en effet, venez au conseil communal. On est des conseils communaux. Venez nous interpeller si vous avez des questions, si vous avez d'autres. Faites des interpellations citoyennes et surtout mettez la pression sur la majorité. Et voilà, prenez vos droits. Didier Mélis, un dernier mot. 2 échevins sur 8, voire sur 9, avec une bourgmestre remplacée. Pendant les congés, personne ne revient, personne n'intervient pendant les fusillades. 12 fusillades, 11 fusillades. Et puis à un moment, ils reviennent quand même de congé, heureusement. Et on me dit, je pouvais quand même pas venir avec un gilet pare-balles. C'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande de venir soutenir votre commune, la rencontrer. Mais bon, moi je dis, réveillez-vous, arrêtez de mentir, levez la tête du guidon et arrêtez de mettre tous les mots sur le dos de l'Arizona, du MR, de Georges-Louis Boucher, parce qu'il n'y a plus que ça à Molenbeek. Il n'y a que Georges-Louis Boucher qui existe d'ailleurs. Je me demande s'il ne devrait pas venir vivre à Molenbeek, ce serait plus facile. Je ne vais pas faire sa pub, mais je dis, voilà, aujourd'hui, moi, je vais dire aux citoyens, ne baissez pas les bras. Unissons-nous, travaillons ensemble, battons-nous, parce que c'est là que nous irons tous en force, tous ensemble, pour gagner cette bataille contre le narcotrafiquant. Voilà, c'était donc l'une des conclusions. Didier Mélis, chef du groupe Hébert à Molenbeek, Kodrat Aline Teklou, président des engagés à Molenbeek, et Harmonie de Knut, représentante du parti La Team Haïdar. Merci d'avoir été avec nous sur Arabelle. Merci à toi. Merci à vous. Merci à vous tous Et bonne soirée. Et c'est ainsi que l'on referme votre émission du mercredi. Excellente soirée à tous.